10 journées, 4 défaites. Qu'est-ce que vous en avez pensé en tant que simple observateur, mais aussi en tant que comité 1881? Mais ça, on va en parler après. Mais l'observateur que vous êtes. L'observateur, déjà, j'ai vu tous les matchs. Et je pense que, comme vous et comme beaucoup de personnes, donc c'est vrai qu'on n'est pas au niveau où on attendait l'équipe. Alors, en tout début, ça s'expliquait parce que c'est une équipe où il y a eu beaucoup de changements, avec l'arrivée de nouveaux joueurs, le départ aussi de joueurs qui étaient importants ou qui avaient pris de l'importance dans cette équipe. Et puis, on a perdu un peu l'effet on s'est sauvé qu'on avait eu l'année d'avant et où on était tout feu, tout flamme. Mais finalement, quand on regarde bien, à part sur les trois derniers matchs qui sont un peu spéciaux, hein, puisque finalement, ces trois derniers matchs correspondent aussi au moment où on a mis un ultimatum à David Guillon. Donc, on peut imaginer que l'ambiance était déjà un peu plus lourde. Mais en tout cas, avant ces trois matchs, ce que tout le monde oublie, c'est qu'on avait à peu près le même nombre de points que l'année passée. Donc, c'est un début de saison qui était certainement pas au niveau du standing de ce qu'on espérait, mais il n'était pas non plus catastrophique au niveau comptable. Il était un peu plus inquiétant au niveau du jeu, parce que c'est vrai que j'ai trouvé que cette année, il y avait moins d'entrain, il y avait moins de... Ouais, on avait perdu un peu l'âme. D'ailleurs, les Ultras l'ont spécifié dans une banderole. On avait perdu un peu l'âme qu'on avait en début de saison passée, mais je pense que c'est surtout dû aux attentes qui étaient beaucoup plus fortes avec cette équipe qui était estampillée équipe faite pour la montée, alors que l'année dernière, on était plutôt estampillé en début de saison. Est-ce qu'on va s'en sortir avec tous ces gamins, avec tous ces minots qui arrivent dans l'équipe? Donc voilà, je pense que on n'est clairement pas où on aurait voulu être. Et le niveau de jeu est relativement insuffisant, mais je pense que l'intégration de nouveaux joueurs, elle n'est pas aussi simple que ça. On l'oublie souvent. Moi, j'ai la chance d'en connaître pas mal des nouveaux qui sont arrivés et ils en souffrent aussi parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans ce qu'ils produisent, quoi. Alors justement, ce qu'ils produisent, normalement, c'était un jeu plus attractif que l'année dernière, moins fait de transition, avec plus de possession de balles, notamment avec l'arrivée de Gaëtan Weisbeck au milieu de terrain. Ça n'a pas fonctionné, alors peut-être des problèmes d'adaptation des nouveaux joueurs. Pourquoi, selon vous, de l'extérieur, lorsque vous regardez les matchs, pourquoi ça n'a pas pris cette saison, ce début de saison? Est-ce que l'on peut reprocher une préparation, même si les joueurs étaient là, on n'a pas rencontré des équipes très fortes, voilà. C'est un tout, hein. Je pense que moi, j'étais avec Gaëtan Weisbeck après le match de Pau, le premier match. Et puis ce qu'il me disait, il me dit, on n'a pas compris parce que sur les 20 premières minutes, on se crée des occasions, ça circule bien et tout, et d'un seul coup, il y a tout qui s'écroule. Et vous savez, le sport, c'est souvent aussi psychologique, et quand ça joue pas dès le départ pour vous, il y a un engrenage psychologique qui se fait. Peut-être que si on gagne 2-0 à Pau, on est peut-être premier avec 6 points d'avance sur tout le monde. C'est parfois aussi simple que ça. Alors, on aimerait que ce soit aussi simple que ça l'est rarement, mais c'est vrai qu'il y a eu un début de saison qui s'est pas passé comme il aurait dû se passer. Euh, les joueurs se sont mis à douter. Je pense qu'aussi, s'il y a un changement de coach, c'est parce que le discours, quelque part, ne passait pas. Et si Gérard Lopez a pris cette décision, c'est qu'il s'en est aperçu. Et donc, ce n'est pas, à mon avis, qu'un choc psychologique. C'est le fait que peut-être que David Guillon s'est un peu perdu dans son discours, dans ses idées, puisque il a bâti, ou le staff élargi avec Gérard Lopez, avec Admar Lopez. Tous ont bâti une équipe pour avoir le ballon, pour dominer. Et puis peut-être qu'il a fait jouer son équipe plus bas que ce qu'il avait imaginé. Et qu'à partir du moment où vous avez des hommes pour jouer haut puis que vous jouez bas, ben, se posent tous les problèmes qu'on a rencontrés dans ce début de saison. Alors, c'est bien malin qui saurait expliquer toutes les raisons. Je pense qu'en fait, personne ne les sait vraiment. Mais voilà, c'est des débuts de réponse on peut essayer d'avoir. Et puis, on n'a pas été épargné non plus par alors, c'est un peu la faute de David Guillon parce qu'il a fait beaucoup de changements, j'ai trouvé, d'un match à l'autre. C'est difficile d'avoir des automatismes surtout avec des nouveaux joueurs, avec Gaëtan, avec Jérémy. Voilà, c'est des joueurs qui ont besoin de jouer. C'est des joueurs qui ont aussi besoin d'avoir du volume de jeu. Et le volume de jeu, il se trouve avec la répétition des matchs. Donc ça, c'est aussi peut-être à mettre sur le dos du coach, hein. Enfin, on n'est pas là pour l'entasser. Loin de là. Mais il y a eu un peu de ça. Il y a eu aussi des blessés importants comme Vital, qui est un joueur important sur le terrain et dans le vestiaire.
Johan qui était aussi un peu en souffrance avec son genou et forcément ça allait moins bien. On a vu Gregersen, Marcelin qui arrive, qui se blesse tout de suite. Enfin voilà, il n'y a pas eu une vraie stabilité au niveau déjà de la défense. Un nouveau gardien avec qui la communication est forcément plus difficile qu'avec Gaëtan Poussin, qui était un homme extrêmement important dans le vestiaire. Je tiens à le rappeler, je l'ai déjà dit par le passé, mais c'était aussi le lien entre toutes les entités du vestiaire, les vieux, les jeunes, les joueurs de l'Est, les joueurs voilà, de toutes origines. Gaëtan était vraiment quelqu'un qui avait ce maillon entre toutes les générations. Il y a peut-être un peu moins ça aujourd'hui, ça peut aussi expliquer. Voilà, il y a beaucoup de choses. C'est pas une chose, c'est pas que le coach, c'est pas qu'un joueur, c'est une accumulation. Et encore une fois, hein, c'est très psychologique le sport. Moi, je dis toujours, les joueurs de foot, c'est des Formule 1. Le jour où la Formule 1 elle s'enraye, ben, elle va beaucoup moins vite. Ben, là, on est un peu dans ce cas-là. Alors, on en vient à l'actu de ce jour, c'est bien sûr l'arrivée de Albert Riera avec sa première conférence de presse. Très volontariste dans tout ce qu'il a dit. On sent qu'il veut du sourire, il veut du travail, il veut remettre les joueurs en confiance, il veut le ballon. Voilà, on a senti un coach un peu à la façon Gustavo Poyet ou Paulo Sousa. Allez, on y va, on y va. Ouais, ouais. Ouais, c'est un discours qui est très positif, c'est aussi ce qu'on pouvait un peu reprocher à David Guillon, c'est qu'il était un peu flegmatique parfois, un peu tendre dans sa motivation, dans l'interface qu'il avait avec les joueurs, même s'il était apprécié du groupe, hein, il ne faut pas non plus oublier ça. Après, moi, j'ai eu des joueurs là depuis 48 heures qui m'ont dit que c'était une vraie révolution à l'entraînement, qu'ils adoraient. Ils adoraient vraiment la méthode de Albert Riera, qu'ils étaient hyper motivés, qu'ils avaient envie de retourner à l'entraînement le lendemain. Voilà, ça, c'est des mots que m'ont donné trois, quatre joueurs importants du vestiaire. Donc, je pense qu'il y a effectivement déjà un petit renouveau de ce côté-là. Après, le coach, il a un bon discours, mais ça sera aux joueurs d'appliquer ça sur le terrain, parce qu'on peut avoir le meilleur coach du monde. Si vous avez les joueurs qui adhèrent et qui font les efforts, ben, ça se passera bien. S'ils n'adhèrent pas, ça se passera pas bien. Pour l'instant, j'ai le sentiment que ça adhère, c'est plutôt positif. Oui, parce que d'ici le 1er janvier, c'est avec les mêmes joueurs que Albert Riera va devoir faire la reprise face à Angers, qui ne sera pas facile. Ce premier match à disputer, il n'aura pas eu tout son effectif parce qu'il y a des internationaux qui vont arriver un peu tardivement, mais c'est Ouais. avec les mêmes joueurs, il ne va pas pouvoir changer. Non, il va pas pouvoir changer. Et puis, je doute aussi qu'au mois de janvier, on puisse changer beaucoup, parce que déjà, c'est pas toujours une très bonne idée hein, de renforcer un peu l'équipe. Si on voit vraiment qu'il manque un élément, c'est toujours possible, mais on ne peut pas changer 11 joueurs au mois de janvier. Et puis surtout, ça serait, à mon avis, une bêtise parce que je pense qu'il y a vraiment des joueurs de qualité dans cet effectif. Il faut juste qu'ils reprennent un peu confiance et que la machine se remette à marcher correctement. Mais oui, vous avez raison, c'est les mêmes joueurs. Donc c'est à ces joueurs-là de trouver la clé parce que on pouvait se cacher derrière le fait que le coach, le discours passait plus. Maintenant, on ne pourra plus utiliser cette excuse-là. Euh, c'est l'électron qui a sauté, hein, comme à chaque fois dans ces cas-là, peut-être à juste titre pour ce coup-là. Hein. Là, les supporters sont très divisés sur le sujet, mais voilà, après, je pense qu'effectivement, il fallait faire quelque chose et le choix d'Alberiera est, à mon avis, un bon choix. En tout cas, quand j'ai entendu son nom, par rapport à la liste de tous les entraîneurs que j'avais entendus, je trouvais que c'était plutôt un choix pertinent. Alors, s'il semble faire pour l'instant le consensus, mais seul le terrain montrera si Tout à effectivement fait. c'est l'entraîneur qu'il fallait. La conférence de presse de Gérard Lopez a été moyennement appréciée. On estime qu'il n'a pas fait son mea culpa, que oui, ok, il explique tout, mais il dit pas j'ai fait des erreurs là, j'ai fait des erreurs ici. Ouais, alors ben, c'est la communication de Gérard Lopez. Voilà, je pense que lui, il est dans un rôle d'actionnaire président qui a mis de l'argent, qui a sauvé le club il y a 2 ans, qui l'a ressauvé l'année dernière et qui cette année a mis l'argent pour pas avoir de problème à la DNCG. Je pense qu'il estime, et à juste titre sur ça, hein, qu'il a fait le job et qu'après le sportif, c'est moins de son ressort. La seule chose qu'on pourrait éventuellement lui reprocher, c'est d'avoir prolongé David Guillon, qui avait été là pour la descente et qui était là l'année dernière quand on n'est pas remonté. Après, c'est un choix qu'il avait expliqué en son temps en disant que ben voilà, il pensait que le groupe était derrière lui, qu'il avait les clés pour le faire. Donc,
aujourd'hui, il change d'avis et peut-être presque un peu tard pour moi. Peut-être qu'il aurait même le faire avant les 3 matchs pour lesquels David Guillon avait quelque chose à vivre. Parce que quand vous dites à un coach, vous avez 3 matchs pour te sauver, ouais, ouais, on sait très bien que le résultat, en général, il est pas positif. Donc, il aurait peut-être fallu faire un petit choc à ce moment-là en mettant quelqu'un, un adjoint pour les 3 matchs. Je rappelle qu'on a pris qu'un point, donc ça aurait difficilement pu être pire de toute façon. Et après, annoncer le nouvel entraîneur. Mais à part ça, voilà, qu'est-ce qu'on peut reprocher à Gérard Lopez? Il a fait le boulot, point final, quoi. Lui, il est président, hein, pas lui qui joue, c'est pas lui qui fait l'équipe, c'est pas le directeur sportif, donc c'est assez clair. Quasiment il y a un an, on s'était entretenu pour parler de ce comité 1881, Bruno Fievé. Ma question a été très simple. Est-ce que c'est pas juste pour Gérard Lopez quelque chose qui le couvre par rapport aux supporters en disant ah, il met des anciens, il met des gens qui sont prêts à s'investir. Euh, mais finalement, au bout du compte, il n'y a pas grand-chose qui sort de là. Ou alors, c'est pas visible. Alors, bah, il y a pas assez. Clairement, il n'y a pas assez. Mais dans le il n'y a pas assez, il y a quand même des choses. Il y a des choses qui ne sont pas visibles, comme vous l'avez dit. Et puis, il y a des projets qui ont démarré et qui n'ont pas pu aller au bout. Et ce n'est pas la faute du club pour certains. C'est la faute à personne, mais c'est la faute à de l'organisation. Je vais vous donner des exemples dans lesquels moi j'étais impliqué parce que je suis pas là pour parler de mes camarades. On est tous sur des projets un peu différents. Euh, J'étais sur le sujet d'un tournoi d'Aquitaine qu'on voulait faire à l'intersaison avec Pau, avec les Girondins, avec Niort et puis avec un quatrième club qui aurait été un club espagnol, mais plutôt du nord de l'Espagne. Et puis finalement, bah, ça n'a pas pu se faire parce que la Ligue s'en est mêlée, parce que Niort descendait, et puis c'était plus intéressant d'avoir un club de national. Voilà, donc un projet qui aurait dû être un beau projet fédérateur entre les clubs d'Aquitaine, et tout le monde sait à quel point moi je milite pour avoir ce côté identitaire plus fort. Donc j'avais pris ce projet. Ben, il s'est arrêté assez vite, puisque après quelques semaines de discussion, alors que j'avais parlé avec le président de Niort, avec le président de Pau, je le salue en passant parce que c'est un ami, voilà, on avait calé quand même des choses, et puis finalement ça s'est arrêté un peu rapidement. Donc il y a du travail qui est fait, il n'est pas visible, parfois il ne va pas au bout, mais comme tout projet, il y a des projets qui s'arrêtent en cours de route. Après, il y a des choses moins connues. Par exemple, le transfert de Lenny Piringuel à Pau cet été, bah, c'est moi qui le fais. Parce que je m'entends bien avec les gens de Pau, ils m'appellent, je vais en parler à Admar, et puis voilà. Donc, on a un rôle à jouer comme ça qui est parfois de l'ombre, où les gens ne savent pas forcément ce qui s'y passe. Mais je pense aussi à Arnaud de Carly, qui est plus sur le côté euh, relationnel avec les politiques, qui aide sur le centre de formation des féminines. Enfin, voilà. Ce sont des projets qui ne sont pas toujours visibles. Certains ne vont pas au bout, mais encore une fois, il y a quand même des choses qui se mettent en place. À mon goût, pas assez, mais on connaît ma mentalité, je voudrais en faire toujours plus. Je peux rester parfois un peu sur ma faim sur certains projets, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui se fait. Mais par contre, si Thomas et Gérard m'entendent, oui, je veux bien en faire plus. Alors justement, ok, il y a des projets, vous venez de l'expliquer, qui auraient pu aboutir, pas aboutir, mais on n'en entend pas parler de ces projets, ça reste entre vous. Il aurait fallu que ça aboutisse pour qu'on en entende parler. Il n'y a pas de communication sur ce comité. Donc on se dit, voilà, ils font ça entre eux, ils s'amusent, quelque part ils s'amusent entre eux, mais ça ne sert à rien. Vous pouvez comprendre éventuellement la critique par rapport à ce Oui, comité 1881. mais je la comprends et je la partage sur certains points. Après, si c'est qu'un problème de communication, ça se règle assez vite. Si c'est un manque de visibilité pour certaines choses, il y a des choses, vous voyez, par exemple, moi, le mercredi après-midi, quand je suis disponible, c'est-à-dire pas tout le temps, mais j'accompagne Paul Bass, j'accompagne le district, hein, mon ami Alexandre Gougnard, et avec des membres des Girondins, et on va sur les terrains pour accompagner, pour voir les petits. Mais
à la fois, on pourrait dire, OK, on communique pas assez là-dessus, mais si on communiquait trop, on nous dirait, ah bah ouais, c'est de la propagande pour dire qu'ils font des choses. Donc, le curseur, il est toujours difficile à trouver et il y aura toujours des gens qui critiqueront. Moi, je pense que le vrai intérêt du comité, c'est qu'il y ait des projets et que ces projets avancent et qu'ils fassent avancer le club, que ce soit connu du grand public ou pas connu, finalement, ça n'a pas d'importance à partir du moment où ça fait avancer les choses. Voilà. Alors, mon regret, c'est qu'il n'y a peut-être pas assez de choses qui avancent, mais que les choses soient pas mis à l'étalage, c'est pas, ça me choque pas et ça me gêne pas. C'est vraiment pas un problème pour moi en tout cas. Donc, c'est quand même quelque chose qui fonctionne, même si ça aboutit pas et qu'on n'en entend peut-être pas parler. C'est quelque chose qui fonctionne entre vous. C'est quelque chose qui fonctionne entre nous, puis il faut quand même pas oublier non plus qu'on est tous, on a tous des travails, on est tous pris par des occupations importantes, parfois à l'étranger, hein, comme moi qui suis quand même majoritairement à Genève, comme Gernot qui peut être avec des sélections, etc. Donc, on n'a pas non plus 100% de notre temps à accorder au comité 1880. D'abord, on le fait bénévolement. Donc, quand on est disponible et quand il y a un projet dans lequel on peut apporter quelque chose, parce que n'a pas non plus toujours quelque chose à apporter. Enfin, moi, il y a des sujets sur lesquels je suis un peu sec, hein. Donc voilà, oui, on pourrait en faire un peu plus, mais il faut aussi que nous, on ait du temps pour le faire. On pourrait communiquer mieux, mais il ne faut pas non plus que ce soit l'ultra-communication. Donc voilà, un curseur toujours difficile à trouver. Et puis, euh, et puis on n'a pas dit non plus que c'était un comité qui devait tout faire la première année. Donc peut-être c'est aussi un comité qui doit trouver son roulement, ses projets. J'estime aussi aujourd'hui qu'il y a une priorité pour le club, c'est la remontée puisqu'elle est quand même clairement annoncée depuis maintenant, c'est la deuxième année. Et je comprends aussi que le club priorise quand même le côté sportif, essayer de remonter et que d'autres projets passent un peu derrière. Voilà, tout le monde le comprendra. Si aujourd'hui Bordeaux était en Ligue 1, personne ne demanderait des comptes au comité 1880. Vous avez évoqué il y a quelques instants la section féminine. Il y a beaucoup de critiques par rapport à ça. Des gens sur Twitter, ex-Twitter, estiment qu'on a laissé, voilà, c'est plus les féminines comme il y a 2 3 ans où il y avait une belle équipe C'est vrai. qui a pu aller vers la Ligue des Champions. Le président Lopez s'est expliqué, on est plus dans la formation. Thomas Jacquemier avait également fait une vidéo pour expliquer le projet, mais certains ne comprennent pas. Oui, je partage aussi cet avis, c'est-à-dire que c'est toujours dommage quand on a une équipe qui est arrivée à un certain niveau, c'est-à-dire au plus haut niveau en France, après les deux intouchables, que sont Lyon et Paris, pour des questions de budget. Donc, quand vous arrivez à atteindre cette troisième place, que vous vivez de l'émotion en Ligue des Champions, avec un super match aller-retour contre Wolfsburg, hein, si je ne dis pas de bêtises. Bon, j'en dis tellement que parfois. Mais voilà, c'est vrai que le soufflet est un peu redescendu. Il y a beaucoup de frustration de la part des suiveurs, de la part des filles aussi. Je pense que clairement, le budget qui a été alloué à cette équipe est moins important. Et alors, un projet de formation, c'est surtout pas moi qui vais dire que c'est une mauvaise chose, hein. C'est vraiment la bonne chose. Maintenant, il faut aussi mettre des moyens dans la formation. Il faut juste pas dire qu'on va faire de la formation avec des féminines, mais il faut mettre plus de moyens. Et de la formation, c'est aussi de la détection de jeunes joueuses. Il faut aussi les chercher. Donc c'est peut-être là aussi où il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et après, voilà, il y a que Gérard Lopez, Thomas Lacunier qui savent vraiment où ils veulent amener cette équipe et avec quel objectif. Après, il y a eu deux, trois ratés. Quand on ferme une équipe réserve pour la réouvrir l'année d'après, on peut se demander si ça a été bien pensé ou des choses comme ça. Mais c'est toujours très compliqué, vous savez, quand vous focussez sur une équipe qui est quand même l'équipe première masculine, faire vivre tous les autres projets autour, c'est un peu comme le club 1880. C'est pas forcément la priorité. Ça m'ennuie de dire ça pour les féminines, mais je pense que malheureusement, c'est pas encore la priorité du club. Et quand on les a vus aussi haut et aussi bien jouer, c'est un peu dommageable. Mais après, je comprends complètement qu'il y a d'autres priorités. Voilà, mais j'ai pas la stratégie sur les féminines, donc je peux pas vous en dire beaucoup plus. Après, il y a quand même un point positif, c'est le retour de Jérôme Doba qui est proche là au niveau de la formation, qui va aider peut-être à la construction de ce centre de formation qui est attendu, qui est validé par la Fédération française de football.
Oui, oui, après, bah, il y a forcément, vous savez, même, on dit toujours, même dans chaque malheur, il y a des choses de bonnes. Donc, forcément que ce différence de niveau, cette baisse de niveau, elle va amener vers l'éclosion de jeunes joueuses et puis on va aller rechercher des forces vives de la région et que on va recréer un écosystème, mais simplement on perd du temps en fait. Alors qu'on avait gagné du temps en étant troisième et en étant européen, là on repère du temps et on repart quasiment de zéro parce qu'on voit que l'équipe a un peu de mal quand même. Bon, après, elle n'a pas eu de chance, hein, elle a joué Paris et Lyon, donc c'est pas non plus le début de saison le plus facile à avoir. Après, il y a des bonnes joueuses, mais elles sont en devenir. Donc, voilà, il faut lui laisser du temps. Après, ouais, il y a un super coach qui, je pense, peut faire la différence. Mais c'est c'est comme pour les garçons, c'est les joueurs ou les joueuses qui sont sur le terrain. Donc, le coach, il Un, fait ce un qu'il der- peut. un dernier mot, Bruno Fievé, et merci bien sûr d'avoir accepté cette invitation. C'est jamais facile de parler, surtout lorsque vous avez été vous aussi un éventuel candidat à la reprise. Bon, on l'oublie, on n'en est plus là. Mais est-ce qu'on peut croire en cette équipe bordelaise aujourd'hui? On va partir sur la dernière session avant la trêve. On a tout intérêt de réintégrer rapidement le top 5 quand même, si on veut espérer, parce que quand on regarde les statistiques, après 10 journées, des équipes ayant le même nombre de points que Bordeaux, il y en a très peu qui ont réussi dans le challenge de monter. Ouais. Bah oui, bah, vous avez tout dit dans la question. Je vais essayer quand même d'y répondre. On a du retard, c'est indéniable. Maintenant, il y a les joueurs pour aller chercher. Alors peut-être pas la première place parce qu'on est loin. Alors c'est pas de Laval qu'on est loin, hein, parce que Laval ne tiendra pas. Mais le problème, c'est qu'entre Laval et nous, il y a 10 équipes, quoi, et que les 10 équipes vont pas s'écrouler. Donc il faudra être bon. Euh, Peut-être qu'on ira chercher une cinquième place qui nous qualifiera pour une troisième, une demi-finale, puis une finale. Cette année, la Ligue 1 ne se jouera pas contre deux équipes, mais se jouera avec six équipes, donc les cinq premières, plus la 16e de Ligue 1. Donc, rien n'est perdu en ce sens, puisque la cinquième place n'est pas non plus si loin que ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas de temps à perdre. Vous avez cité le match d'Angers. Alors, Angers, ça va être difficile parce que c'est une belle équipe de ce championnat. Derrière, vous jouez Rodez avec tout ce que ça va signifier. Et ensuite, vous allez à Bastia. Je pense que si Bastia a un match qu'il ne veut pas perdre cette année, c'est contre les Girondins de Bordeaux. Donc, on a trois matchs très, très compliqués, beaucoup plus que le calendrier, enfin, que le classement ne veut le dire par rapport à Rodez ou par rapport à Bastia qui est derrière nous. Et je pense qu'on a vraiment trois matchs très, très compliqués où on va vivre des moments difficiles. À Angers, ce ne sera pas facile. Contre Rodez, ça va être un match qui va être quand même très, très bizarre, avec forcément une certaine frustration des deux côtés. C'est un match qui peut s'envenimer quand même, je pense, assez vite. Voilà, je m'attends pas au plus beau match de la saison entre Bordeaux et Rodez. Et dans ce genre de match, tout peut arriver, hein. Donc voilà, et alors à Bastia, ouais, je, je pense que ça va être dans une ambiance assez délétère. Et, voilà, on n'a pas forcément des joueurs pour répondre à l'ambiance délétère. On a des beaux joueurs, on a des joueurs, des techniciens, mais si on se fait, entre guillemets, casser la figure, ça sera pas forcément, c'est pas dans ce combat-là qu'on est les meilleurs. Donc je crains beaucoup le match de Bastia, moi, pour ma part. Est-ce que cela veut dire que Albert Riera et son staff n'ont plus le temps, n'ont pas de temps? Bien sûr. Je pense que d'ailleurs, le message du président a été très clair, c'est la montée ou rien, quoi. C'est pas la montée en 2 ans, c'est la montée cette année. Euh, voilà, c'est compréhensible, hein. Vous avez un président qui a mis 40 millions à l'intersaison. C'est pas pour rester en Ligue 2. Donc lui, voilà, pour lui, l'objectif unique. Et d'ailleurs, quand on était descendu, il avait dit on peut tenir 2 ans en Ligue 2, mais pas plus. Donc l'objectif est très clair et il a été annoncé depuis 2 ans. Certains l'oublient, mais c'est cette année qu'il faut monter. Sinon, après c'est très compliqué parce que les 2 premières années, en fait, pour expliquer un peu aux gens, les 2 premières années où vous descendez, vous avez des aides. Ces aides, elles ne seront plus là l'année prochaine. Donc, pour garder le même budget,
Ça veut dire mettre beaucoup d'argent sur la table ou alors se séparer de gros salaires, se séparer dans l'administratif, ce qu'on a déjà fait l'année dernière, ce qu'on refait cette année. Mais à un moment, vous ne pouvez plus couper dans tout. Et si vous voulez remonter, il faut garder un certain niveau. Et les joueurs qui ont un certain niveau, ils coûtent plus cher. Donc voilà, l'engrenage est là. Gérard Lopez en a bien conscience. Et je pense que tout le monde au club en a bien conscience. Donc il faut retrouver des victoires rapidement. C'est l'avantage d'avoir 10 jours. Mais comme vous le disiez, quand vous avez des joueurs qui sont en sélection, on a vu que Zurico a marqué. On a vu, je ne sais plus qui n'a pas joué hier, mais qui était que la sélection. Ok. Ok, voilà, Malcolm qui a pas joué. Mais voilà, c'est les joueurs qui ne sont pas là et qui ne peuvent pas s'entraîner avec le groupe. Puis on parle de 10 jours, mais on est déjà vendredi et le match c'est samedi prochain. Donc la vérité, c'est que dans 7 jours, il devra faire sa première composition, son premier groupe et avoir très en tête sa première composition d'équipe. Voilà. C'est eux qui ont les clés. C'est ni Gérard Lopez, ni personne d'autre. C'est les joueurs et le staff. Il faut espérer qu'ils trouvent vite le remède aux maux que l'on peut avoir en ce début de saison.